S'il fallait résumer la rentrée 2015, je dirais qu'on s'attend à y rentrer dans la continuité des autres, où on n'aura pas de changement positif prévisible sur les conditions de travail des personnels, des collègues et des agents, et ni sur les conditions d'études des élèves, dans le sens où le premier problème pour l'école, et problème qu'on retrouve aussi dans d'autres pans de la fonction publique, que ce soit fonction publique d'État, hospitalière ou territoriale, c'est qu'il y a un problème au niveau du budget. Tout simplement, alors là aussi, ça peut paraître très large, mais tant qu'on acceptera de payer la dette et qu'on sera sous le coup d'un régime d'austérité, on aura chaque année un problème de budget. Et le problème de budget dans l'éducation nationale, pour les élèves, se traduit par une hausse des postes qui n'arrive pas à suivre la hausse démographique. Donc il y a bien des postes en plus, mais par rapport au nombre d'élèves qu'il y a en plus, ça ne permet pas aux enseignants d'avoir moins d'élèves par classe, qui est, on en parlera après, une des revendications qu'il faudrait porter aujourd'hui pour améliorer les conditions de travail et des enseignants et de tous les personnels qui travaillent dans les écoles et les établissements, et aussi les conditions de travail de nos élèves. Et au niveau local, vous l'avez vérifié ça? Et au niveau local, on peut le vérifier. Alors, je prendrai un exemple. On a eu 0 création et 0 suppression de postes cette année dans les écoles primaires de l'Allier. C'est-à-dire que si on supprimait un endroit, on pouvait créer un poste à un autre endroit. En réalité, il y avait 6 postes en plus pour l'Allier qui étaient dus à la réforme des réseaux d'éducation prioritaire. On pourrait dire qu'il y a eu 6 postes supprimés. Et dès le mois de juillet, l'éducation nationale a été obligée de recourir à ce qui s'appelle la liste complémentaire, des gens qui n'étaient pas sur la liste principale du concours, les professeurs des écoles, qui ont été donc recrutés dès le mois de juillet et qui vont faire leur entrée en tant que stagiaires cette année. Donc on a l'éducation nationale qui, sans forme de mobilisation quelconque des personnels, qui s'est rendu compte que pour pouvoir accueillir les enfants dans les classes actuellement, il fallait recruter 26 stagiaires. Alors on pourrait même se poser des questions plus larges, parce que sur les 26, il y en a 4 qui ont refusé d'intégrer le département de l'Allier et de métier, pour des raisons qui leur appartiennent. Mais on touche là à l'attractivité du métier, dans le sens où il y a ouvrir des postes maintenant, donc donner des sous pour ouvrir des postes, et puis aussi donner les moyens de bien travailler pour donner à des jeunes étudiants de faire ce métier. Donc 26 dans l'Allier, 26 voilà. Qui ont été... Et qui vont se traduire par 22 stagiaires. Comme ils sont en classe habitant, ça veut dire que ça fait l'équivalent de 11 personnes devant élèves en plus. Donc on part d'un premier constat au début de l'année 2015 qui était de dire on n'ouvre pas de poste, on ne donne pas plus de moyens, et en fait 6 mois après, l'éducation nationale se rend compte d'elle-même qu'elle doit ouvrir des postes pour le département. Donc ça montre qu'il y a une nécessité liée à la démographie qui n'était pas satisfaite avec les premières projections. Et les premières projections étaient basées sur le budget dont je parlais tout à l'heure. Donc, si on reprend les débats qu'il y a pu avoir récemment avec les ministres de l'Éducation nationale sur les 60 000 postes supplémentaires prévus, nous, à Sud Éducation, on dit clairement à mi-mandat maintenant que c'est une chimère et qu'on n'atteindra jamais les 60 000 créations de postes. Et là aussi, on joue sur les mots, c'est qu'il y aura certainement 60 000 postes créés sur cette période-là. Mais ce n'est pas 60 000 postes en plus de ceux qui existaient déjà. Ça va être des postes qui vont aussi combler des départs à la retraite, qui comblent aussi qui vont aussi combler la nouvelle formation, dont on parlera un petit peu tout à l'heure. Moi, je me souviens d'une année, pour bien comprendre, quand c'était l'ère Sarkozy, où là ça supprimait chaque année, nous on dénonçait la suppression de 17 000 postes, et le ministre prétendait qu'il en avait justement lui créé 17 000. Mais c'est qu'en fait il en créait 17 000, et il y en avait 34 000 qui partaient en retraite. Donc il crée 17 000 qui remplaçaient en fait que la moitié des 34 000 qui partaient en retraite. C'est pour ça qu'on est sur des jeux de dupes. Je ne sais pas si c'est bien clair comme ça. Donc nous on veut vraiment des postes qui soient créés en plus, et des postes qui sont en plus par rapport aux besoins démographiques. Il y a un autre point aussi qui ne concerne que les personnels, qui concerne les fonctionnaires en général, c'est que c'est renforcé encore cette année le gel du point d'indice. Donc maintenant on a une congélation des salaires qui n'ont pas augmenté. Moi, ce que je dis souvent, à moitié en plaisantant, la revendication à Sud Éducation, c'est de dire 400 € pour tous, en plus, tout de suite. Et souvent, on nous prend pour d'affreux gauchistes qui ont une revendication inatteignable. Mais en fait, pour un fonctionnaire
de catégorie A, 400 € de pouvoir d'achat, c'est ce qu'on a perdu en 15 ans, avec l'inflation et le gel du point d'indice. Donc en fait, aujourd'hui, un enseignant pourrait tout à fait se dire que si le salaire continue à augmenter comme il augmentait avant 15 ans, il aurait sur sa fiche de paye 400 € en plus pour tous. Enfin, il aurait 400 € en plus tout de suite, d'où la revendication du 400 € pour tous. Et je pense que c'est quelque chose qui joue forcément sur l'attractivité du métier. On a moins en moins de collègues qui cherchent à venir. Et là, je vous parle seulement des fonctionnaires, stagiaires et titulaires. Si on compte tous les contractuels employés en CDD ou en CDI, on se retrouve avec des enseignants qui, même après avoir enchaîné 10 ans de CDI en tant que contractuel, ne dépassent pas les 1 400 € par an. Un autre point aussi qui vient s'ajouter sur les conditions de rentrée, je parlais du côté budget, c'est l'esprit des réformes qui sont mises en place. Donc nous, on continue de dénoncer toutes les réformes libérales qui avaient été mises en place sous le gouvernement Sarkozy, et on se rend compte que depuis la loi de refondation de l'école, on retrouve en fait la même idéologie libérale qui se retranscrit sous tous les termes qui sont de l'ordre qu'on va arriver dans les établissements, le pilotage, l'autonomie. On s'est rendu compte de ça dans le premier degré avec la réforme des rythmes scolaires, où chacun peut à peu près faire ce qu'il veut. Dans la Lille, on continue, chacun fait ce qu'il veut. Cette année, la ville de Montluçon fait payer l'étape au détriment de l'égalité des enfants devant l'école. Donc j'imagine que les gens vont payer parce qu'ils n'auront pas forcément d'autres solutions. Mais cette réforme reste à critiquer largement parce qu'elle n'a pas aidé. On sait maintenant, au bout d'1 an et demi, qu'elle n'a pas aidé les enfants à mieux apprendre. On a même des situations où ça a développé du coup des crispations, même des fois avec les communes, puisqu'il faut arriver à gérer le besoin des élèves et des enseignants et le besoin des communes qui n'ont pas forcément les budgets et les bâtiments. Donc une mauvaise réforme qui reste encore à abroger. Et l'autre réforme libérale qui pointe le bout de son nez, qui a mobilisé un petit peu sur la fin de l'année scolaire dernière, c'était la réforme du collège, où là aussi, on est vraiment dans une réforme de type libéral, dans le sens où il s'agit de donner plus d'autonomie aux établissements pour leur faire rendre plus de moyens. Donc on s'est beaucoup focalisé, et je pense à tort, sur la question des langues anciennes, par exemple, ou de l'allemand. Donc cela risque, c'est pour ça qu'ils risquent de perdre des postes, et ces enseignants risquent de disparaître par endroits, mais le pire, c'est pas forcément qu'on touche ces matières-là, c'est qu'on vienne donner des heures et que ce sera à chaque établissement de choisir où ils veulent les mettre. Alors qu'avant, si on avait l'option latin, si on avait l'option grecque ou autre, on avait des heures pour faire les études. Là, ça va être l'inverse. Donc ça va être la foire d'empoigne dans les établissements, à savoir si on peut dédoubler des cours en langue vivante, si on peut dédoubler pour des ateliers, des travaux pratiques en sciences, ou si on peut faire des options type latin ou grec. Donc c'est vraiment l'autonomie des établissements qui reste à critiquer sur cette réforme. Donc voilà un peu le tableau général de la rentrée des mécontentements, parce que nous, en tant que syndicalistes, on a surtout des mécontentements à renforcer. Après, je pourrais donner quelques pistes sur les réflexions qu'on a pu avoir à Sud Éducation et ce qu'on envisage de faire cette année. On se rend compte que face aux réformes que je décrivais, rythme scolaire en premier degré, puis collège pour le second degré, on a du mal à avoir un front syndical unique qui permette de mobiliser beaucoup de collègues. C'est un peu pareil parce qu'on est arrivé au même pourcentage de grévistes sur les grèves collège que sur les grèves contre les rythmes scolaires, autour de 25%, et donc on est forcément obligé de se remettre en question dans le sens où c'est pas avec des grèves de 25% qu'on arrivera, avec 25% de grévistes, qu'on arrivera à faire bouger un peu les choses. Donc on en a pas mal discuté, nous, au sein de Sud Éducation, lors de notre dernier congrès national, et puis avec les camarades des autres Sud Éducation d'Auvergne. Et on est parti sur l'idée que, face en fait à un gouvernement dit socialiste, dit de gauche, on a de plus en plus de réactions qui sont des réactions de droite ou réactionnaires. On s'en rend compte sur les mouvements actuels, ceux qui manifestent, ceux qui sont dans la rue, ce ne sont pas les mêmes que ceux qui manifestaient sous Sarkozy. Ça va être les taxis, ça va être les buralistes, ça va être la famille, contre le mariage pour tous. Et nous, on revendique
une tâche un peu difficile. On pense qu'il faut qu'on construise une opposition à ce gouvernement, mais qui soit une opposition progressiste. Et pour arriver à traduire ça dans l'éducation nationale, on pense par exemple, si on prend l'exemple du lycée, du collège, pardon, qu'on ne pourra jamais gagner en s'arc-boutant sur quelques matières, qui en plus risquent de diviser les collègues, qui en plus ne touchent que le collège, et que ce qu'on a à faire, c'est arriver à trouver des revendications qui soient unifiantes, et puis aller les porter auprès des collègues. Donc on n'a pas là tout de suite de date de manifestation à annoncer, mais plutôt une idée, une stratégie qu'on voudrait mettre en œuvre autour d'une revendication qui serait, pour les personnels et pour les élèves, d'avoir moins d'élèves par classe et de pouvoir dédoubler les classes. Alors ça peut paraître comme ça un peu large, et c'est assez volontaire, c'est qu'après il faudra débattre de ce que ça peut vouloir dire concrètement. Mais l'avantage nous qu'on voit une revendication comme ça, c'est de dire qu'on veut moins d'élèves par classe et dédoubler les classes, c'est déjà avoir une revendication qui porte sur du quantitatif, parce qu'il faudra plus d'enseignants à un moment donné, et sur du qualitatif, parce qu'on dit aussi ce qu'on veut en faire. On ne veut pas des postes en plus pour faire des postes un peu bizarres comme des choses qui sont rattachées, on a vu ça, au climat scolaire, des choses où on ne voit pas concrètement sur le terrain ce que ça donne. On a vu tout un pataquès sur les plus de maîtres que de classe, mais qui se retrouvent au final sur des demi-postes où on a des collègues qui interviennent de manière un peu disparate. Là, l'idée, c'est aussi de dire, on veut concrètement, quand on dit plus de maîtres que de classe, que dans une école où il y a 5 classes, il faut 6 mètres. Et puis, sans mauvais jeu de mots, mais il faut s'y mettre réellement. Et il ne faut pas un demi-mètre qui vient une demi-journée par-ci, une demi-journée par-là, et qui sera remplaçant le lendemain. Parce que du coup, c'est pas réellement du plus de mètres par classe. On a eu ça à Pergaux-Prévert, où il y a un poste de supprimé, cette année, à la rentrée, qui avait été décidé l'an dernier, et on a la création d'un demi-poste de plus de mètres par classe. Donc on va dire il y a plus de mètres par classe, mais en fait on en a enlevé un pour le remplacer par la moitié d'un. Et on n'est pas... Voilà, l'idée du qualitatif, c'est bien ça, c'est dire qu'on veut vraiment avoir moins d'élèves par classe. Et les dédoublements, c'est aussi des choses qui sont hyper importantes pour pouvoir travailler réellement au plus près des élèves, tout en gardant l'idée d'un groupe classe. D'arrêter de vouloir sans cesse parler de parcours individualisés, où les élèves seraient brinque-ballés d'une compétence à l'autre, ce qui au final ne fonctionne pas. On pense que cette idée de l'individualisation à tout crin dans l'éducation nationale est un problème parce que ça porte aussi l'idée que si l'élève échoue, c'est de sa faute. C'est l'idée qu'il y a derrière la notion d'égalité des chances, on a donné les chances à tout le monde, donc s'ils ont échoué, à un moment donné, c'est de leur faute. Là, on parle d'élèves qui sont en train d'apprendre dans des processus, mais on pense qu'il faut répondre à remplacer la notion d'égalité des chances parce qu'il doit exister dans l'éducation nationale qui est l'égalité des droits. On donne les droits à tout le monde d'avoir une éducation. Et donc les moyens qui sont... C'est antinomique, alors après on pourra en débattre un peu plus longtemps, mais idéologiquement, l'égalité des chances sera plus une vision qui reporte alors soit l'échec, soit la réussite sur la personne. L'égalité des droits, c'est prendre au sens large un collectif, une société, en disant on donne le droit à tous de faire ça. Après, on aura toujours des gens qui réussiront plus ou moins, et après on pourrait débattre sur qu'est-ce que c'est que réussir. Mais pas venir dire, tu comprends, tu as donné 2 heures de projet de personnalité de réussite ici, ça n'a pas marché, donc c'est de ta faute. Alors que nous, on sait très bien qu'en plus, ces 2 heures-là, de toute manière, n'auraient pas réglé les difficultés au départ. De toute manière, nous, d'une manière générale, on se méfie dès qu'on a ces notions de pilotage, souvent de pilotage du coup par la réussite, par les compétences, on va chercher... C'est tout un vocabulaire qui s'est instillé dans l'éducation nationale qui n'existait pas avant, et un vocabulaire qui vient de la hiérarchie, enfin qui vient de la hiérarchie, qui vient de l'exemple de l'entreprise, et qu'on retrouve de plus en plus dans les modes de gestion de la hiérarchie, qui a un discours où c'est chacun peut innover, et en même temps on cherche à contrôler le plus possible ces innovations-là et ces progrès. Alors du coup, pour rester sur pour revenir sur cette revendication de moins d'élèves par classe, parce que c'est une bonne idée d'avoir des revendications, mais c'est un peu plus dur après d'aller les porter.
on s'est rendu compte qu'on avait besoin d'aller de plus en plus voir les collègues, qui imaginent que les syndicats sont des sortes de choses étranges qui volent entre eux et leurs supérieurs, qui peuvent résoudre des problèmes à coups de baguette magique, ou alors des choses qui sont inutiles puisqu'on n'a pas résolu le problème qu'ils ont eu à un instant T. Et on s'est rendu compte qu'on avait donc besoin de plus aller les voir. Et pour ça, on va multiplier cette année tout ce qui est réunion d'information syndicale dans le premier degré, les heures mensuelles d'information dans les collèges, avec l'idée d'aller porter ces revendications pour les soumettre à un débat. Je crois qu'on en est vraiment à une époque où on a besoin de redébattre des revendications et qu'on ne pourra pas juste dire aux collègues, voilà, tel jour il y a telle grève, et tout le monde se met en grève et on a gagné. On a vraiment un travail pour le coup de pédagogie à refaire. Dans le même sens, on renforcera, et c'est quelque chose qu'on gardera, ce qui est la formation syndicale. C'est un droit qu'a chaque salarié, participer sur son temps de travail de formation syndicale. Donc on en organisera une sur le mois de novembre, une au niveau du département sur la question des conditions de travail, et on en organisera une au printemps, donc là la date n'est pas encore fixée, qui sera justement sur les réformes en cours, et qui portera très certainement sur le numérique, où là aussi il y a beaucoup de choses à dire, sur la manière dont le numérique vient de modifier la réalité de notre travail au quotidien. Sinon, dans les choses qu'on va poursuivre, un peu en décalé avec ça, c'est la campagne qu'on a initiée sur les conditions de travail, parce qu'on se rend compte que l'éducation nationale a beaucoup de mal à exercer ses obligations d'employeur. En termes de conditions et de sécurité au travail, on a énormément de collègues, on le voit régulièrement au syndicat, qui vivent mal, qui ont un réel mal-être au travail, lié justement au nombre d'élèves par classe, à la manière dont ils se sentent considérés. Et il y a des choses qui devraient exister, vraiment très techniques, comme les registres de santé et de sécurité au travail, qui sont très peu utilisés, voire inexistants en fait dans la plupart des écoles et des établissements. Donc là aussi, on va continuer au sein justement des réunions d'information syndicale notre action pour des conditions de travail, et puis aussi continuer à mettre la pression auprès de la direction académique et du rectorat pour qu'ils arrivent un jour à faire ce qui se passe la plupart du temps dans le privé. Donc là, on a un vrai souci, c'est qu'on a une institution publique qui n'arrive pas à appliquer ce qui est pourtant décidé par l'État. Toujours dans l'idée de convaincre et de débattre, on a décidé au niveau académique, pour essayer de fédérer au maximum, de faire venir Nico Hirt, qui est un spécialiste des questions éducatives, qui travaille pour une association qui s'appelle l'Association pour l'école démocratique. Nico Hirt, donc N-I-C-O-H-I-R-E-T-T. Donc on fera venir à l'ESP de Chamalières pour une conférence et ensuite un débat où il viendra nous décortiquer les chiffres des enquêtes PISA et la question du problème de l'inégalité scolaire en France, qui fait qu'on est un pays où les inégalités sociales s'accroissent avec l'école, alors que le but de l'école serait justement de les réduire. Ça sera quand ? Alors là, on est sur une conférence qui sera fin septembre, un mercredi soir, et j'ai plus la date en tête. Mais on vous tiendra au courant. Et là, toujours sur l'idée de la revendication moins d'élèves par classe, on envisage, on est en discussion avec les 3 autres départements de l'Auvergne, de faire un rassemblement académique devant le rectorat avec une demande d'audience. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais l'idée de cette revendication-là permettrait de changer beaucoup de choses. Par exemple, la réforme du collège, si on aboutit à une revendication qui soit moins d'élèves par classe et dédoublement de classes, la réforme du collège est caduque de fait, dans le sens où il faudra donner des heures en plus et ouvrir des classes pour pouvoir justement diminuer le nombre d'élèves par classe. Et donc ces histoires de dotation globale qui sont données aux établissements et qu'après avec lesquels il faut choisir pour créer telle matière ou tel dédoublement seront entre guillemets réglées. Voilà grosso modo sur l'année en général. Après on avait quelques points, 2 points précis sur lesquels on portera notre attention dans cette rentrée.
La première, alors qui sont pas des points, c'est pas un point qui a posé souci pour l'instant, mais on a la création de 2 réseaux d'éducation prioritaire à Montluçon. Les 3 autres réseaux sont sur le Puy-de-Dôme, ce qui veut dire que je pense qu'on va chercher à aller voir les collègues des collèges et des réseaux du collège Jules Verne et Jean Zay, et en fonction des remontées qu'on a, pour voir si ça fonctionne bien en fait, si le classement en réseau d'éducation prioritaire est quelque chose de bénéfique pour eux. On va suivre ça d'autant de plus près que, au moins sur le réseau de Biennassi, on a eu 2 suppressions de postes. Enfin, j'évoquais tout à l'heure une suppression de poste à Pergaux-Prévert, et on a maintenant très certaine, enfin c'est quasi sûr, une suppression de poste qui va être validée dans les jours à venir dans la nouvelle école d'Esnos-Aimé. Donc on est sur des postes, des classes où effectivement les effectifs sont bas, mais les effectifs sont bas dans des écoles qui sont classées éducation prioritaire, donc quelque part il y a une certaine logique. Si on avait des classements, des effectifs hauts, là on aurait un vrai souci. Après je peux vous dire tout de suite 2 mots sur l'école d'Esnos-Aimé où au-delà de la réalité des effectifs à la rentrée, on se rend compte que les collègues ont été placés dans un jeu de dupes depuis le départ. Et je dis les collègues, mais j'entends aussi les personnels et les personnels communaux et puis les parents d'élèves, dans le sens où on nous a annoncé une fusion d'écoles sans suppression de postes. On était sur des engagements oraux et qu'on s'est rendu compte que, in fine, un départ en retraite n'a pas été remplacé et ne sera pas remplacé à cette rentrée-là. Donc il y a vraiment eu une manière de gérer ça, pas très correcte en fait, je le dirais comme ça, pour ce qui est des collègues, dans le sens où ils attendaient vraiment cette 7e classe, puisqu'elle était censée exister, qu'on leur avait promis. Alors ça aurait pu être pour le coup une personne en surnombre sur l'école, ça aurait pas été ridicule. Là on est tout de suite sur des effectifs un peu bas, et qui risquent de grossir dans la première quinzaine de septembre, donc il faudra faire un point je pense autour de milieu septembre pour voir si ça remonte ou pas. Mais ce qui est sûr c'est et en janvier ensuite avec les élèves les plus jeunes. Et c'est pas des conditions sereines pour une rentrée. Ce qu'il fallait dire en 2 mots, ce serait ça, les collègues sont rentrés sans savoir s'il y aurait une 7e classe ou pas, et sans que ce soit vraiment clair. Et ça n'aurait pas été très clair si en plus on n'avait pas nous posé la question dans les différentes instances de l'éducation nationale. De toute façon, ils étaient organisés pour faire 6 classes. De toute manière, ils étaient organisés pour faire 6 classes, et puis c'est justement dans la montagne la semaine dernière où il était question de 6 classes dans les travaux. Donc la 7e, s'il fallait la mettre et si les élèves arrivaient, elle est inexistante, sauf à faire sauter une bibliothèque. Et puis donc dernier point, un point sur lequel on sera pour le coup très attentif, c'est les conditions d'accueil des stagiaires. Parce qu'on s'est rendu compte, alors là, je ne vais pas vous refaire toutes les réformes de la formation des enseignants parce que ça change quasiment chaque année, même si là ça semble se stabiliser un petit peu. On s'est rendu compte l'an dernier qu'il y avait dans l'Allier, puis en France en général, de plus en plus de licenciements des stagiaires en fin de stage, c'est-à-dire de gens qui ne sont pas titularisés et à qui on ne propose pas un renouvellement de scolarité, c'est-à-dire une 2e année de formation pour leur laisser une chance supplémentaire et les titulariser ensuite. On s'est rendu compte qu'il y en avait beaucoup, et nous on fait le lien avec les conditions d'accueil de ces stagiaires-là. C'est-à-dire qu'il y a certainement des personnes qui n'ont pas les compétences requises pour être enseignants malgré le concours, mais quand on place une personne devant une classe toute l'année sans avoir réellement de module de formation ou alors de manière complètement dispatchée, on ne permet pas à des gens de commencer sereinement le métier. Et de toute manière, on voit que cette hausse-là des licenciements intervient avec quelques années de différence avec les réformes de la formation. On pouvait espérer, il y a quelques temps, attendre plusieurs semaines avant de se trouver en responsabilité devant une classe. Là maintenant, on a eu des personnes qui ont eu à gérer directement des rentrées, avec parfois des rentrées qui pouvaient être difficiles suivant les situations. Donc on écrira à tous les stagiaires du département, premier et second degré, on leur proposera rapidement une réunion avant les vacances de la Toussaint en fonction de leur date de stage, pour justement éviter que les problèmes ne surgissent qu'au mois de juin quand la titularisation leur est refusée. Et
il y a un gros travail parce que souvent il peut y avoir des choses qui soient de l'ordre de l'incompréhension dans ce que l'institution attend d'eux et que c'est pas au mois de juin qu'on arrive à régler ça. Mais voilà, un coup d'œil attentif suite on trouve nous une évolution négative du nombre de licenciements.